Si tu aimes le tennis et que tu ne veux absolument rien manquer de l'US Open 2022 qui commence la semaine prochaine, abonne-toi juste ici, mon très cher Goat. C'est hyper simple, tu prends tes 2 pouces comme ça et tu sautes à pieds joints sur le rectangle rouge. Alcaraz se fait fumer par Norrie dans un traquenard improbable. Long format tactique dans cette vidéo. Medvedev qui retrouve Tsitsipas pour la bromance qu'on aime tellement sur ce circuit ATP délicieux. C'est le programme interlope de votre nouveau digest de Cincinnati et on attaque juste après ça. C'est ma vie, c'est maintenant ou jamais. Ah, vous êtes là? On attaque tout de suite ce côté réseau avec Stefanos Tsitsipas, qualifié pour la demi-finale à Cincinnati. On l'avait quitté, notre fils à papa, avec 2 défaites cuisantes dernièrement, à Montréal contre Jack Draper, mais surtout cette défaite complètement traumatisante face à Nick Kyrgios au 3e tour de Wimbledon, où clairement ça avait laissé des traces émotionnelles, physiques, mentales, et surtout une réputation qui continue à être dégradée par rapport à nombre de fans de tennis, mais toujours est-il qu'il a maintenant atteint au moins les demi-finales de 4 des 5 derniers Masters 1000, donc on a quand même une certaine régularité de la part de Steph, 45 victoires, 15 défaites, on a la liste totale ici de la part de Univers Tennis, Monte Carlo, demi-finale, même victoire en fait, Madrid, Rome, Cincinnati, donc c'est plutôt pas mal, difficile à juger cette saison de la part de Stefanos, moi je dirais qu'elle est en clair obscur. Et puis vous le savez, dans la vie, il y a des choses qui ne s'achètent pas, et pour tout le reste, eh bien il y a Stefanos Tsitsipas. Je vous propose de regarder cette petite séquence, ça dure 20 secondes, c'est du Buster Keaton dans le texte, clairement. On pose la question à Stefanos, qu'est-ce que tu aimes à propos de Cincinnati? On rappelle, c'est un trou à rats, c'est vraiment, il n'y a rien à foutre à Cincinnati, et écoutez attentivement à sa réponse, elle est délicieuse. And what do you love about Cincy? Il cherche. The interviews. Donc si vous ne comprenez pas la langue de Paris Hilton, sachez que Stefanos Tsitsipas aime particulièrement les interviews à Cincinnati. C'est une excellente réponse. C'est du Stefanos comme on l'aime, perché, étonnant. Tout sauf cartésien. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau et une petite question pour vous. Oui, vous les abonnés de cette chaîne, si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous faites, abonnez-vous, claquez un pouce également sous cette vidéo. Une question pour vous, si vous deviez convaincre un pote qui n'y connaît rien au tennis de regarder un match, ce serait avec quel joueur? Seule règle, Big 3 exclu. J'ai posé cette question sur Twitter, je la repose ici sur la chaîne principale. Sur Twitter, il y a eu énormément de réponses par rapport à cette question et je trouve que c'est un angle intéressant de se demander comment est-ce que tu peux réussir à convaincre quelqu'un qui n'aime pas le tennis de s'intéresser à ce sport via quel joueur, si on exclut évidemment le Big 3. Alors ma réponse à titre personnel c'était Tsitsipas contre Alcaraz, qui est un match-up je trouve fascinant, sinon le Kyrgios de 2022 contre à peu près n'importe quel top 10 quand il est motivé, et je pense également Hugo Gaston en France. Sur ce sujet, nourrissez-moi de réponses croustillantes, ça m'intéresse de vous lire, d'échanger avec vous, de voir un petit peu les joueurs qui ressortent. Pour l'instant il y a eu énormément de Tsitsipas, de Kyrgios, d'Alcaraz, c'est un peu le trio qui revenait assez souvent, donc au plaisir d'échanger avec vous. On enchaîne, nouvelle info de ce côté réseau, et Cameron Norrie qui a Rodka Carlos Alcaraz la nuit dernière, mais surtout qui commence, je trouve vraiment à s'installer parmi les joueurs dominants, les joueurs références sur le circuit ATP, avec un jeu asymétrique, certains diront assez ennuyeux, après chacun ses goûts, franchement, moi j'adore par exemple me poser devant un épisode de Derrick avec un petit whisky, voilà, j'aime aussi regarder Cameron Norrie à mes heures perdues. Alors il l'a dit par rapport à Novak Djokovic, qui est apparemment un de ses modèles, de ses idoles, cette hygiène de vie, cette nourriture absorbée, la manière dont on se prépare, parce que Cameron Norrie c'est un marathonien sur un court de tennis, c'est un joueur qui est capable de tenir des heures et des heures, il a une capacité d'endurance exceptionnelle, et il parle de Novak, je l'ai vu apporter sa propre nourriture à des événements dans des petits Tupperware, c'est trop mignon, c'est encore plus méticuleux que d'apporter sa balance avec soi, je pense qu'il prête attention à tous ces petits détails avec la même attention. On ne tombe pas des nues sur cette petite confession intime, mais ça montre le sens du détail, ce qu'il faut faire pour parvenir à ce niveau exceptionnel qu'a atteint Novak Djokovic dans sa carrière, c'est la nutrition, la récupération, l'aide médicale aussi, tous les grands joueurs ont utilisé un jour ou l'autre ces petites capsules de récupération, des infiltrations, des antidouleurs. Novak Djokovic c'est la droite lignée de ses anciens champions, les Lendl, les Sampras, et lui désormais qui est un professeur pour nombre de joueurs actuels. On termine ce côté réseau avec la dernière info et un grand débat sur le coaching
coaching au tennis. Alors c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Pour Fritz, c'est très clair, c'est une règle stupide. Je n'ai pas parlé une seule fois à mon entraîneur et lui non plus depuis que ça a été mis en place début juillet 2022. Fritz en plus, qui pourrait bénéficier du coaching quand on voit qu'il est incapable de battre des joueurs qui ont des déchirures de plusieurs centimètres aux abdominaux, mais toujours est-il que ses propos sont très pertinents, je trouve. Donc c'est une règle stupide, ça c'est la répétition du titre. En violet, une grande partie du tennis est dans mon esprit autant mental que physique. Je suis 1000% d'accord avec ça. Vous devez découvrir les choses par vous-même sur le court. Ça fait clairement partie de l'essence même de ce jeu. Et en bleu, je pense que c'est ridicule que vous puissiez être mentalement absent, ne pas être bon dans l'analyse et que quelqu'un puisse vous dire quoi faire. Je déteste ça. Excellente take de la part de Taylor Fritz. Et puis je trouve en fait, depuis que ça a été mis en place il y a quelques semaines, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Ça a normalisé une pratique qui était déjà effectuée depuis de nombreuses années maintenant, mais il n'y a pas de dérive. Et puis dans le règlement également, t'as pas le droit de converser. C'est juste des petits signaux, des petits indices. Donc dans l'ensemble, ça n'a pas changé forcément grand-chose, cette soi-disant réforme. On enchaîne avec le gros match de la nuit dernière. C'était entre Carlos Alcaraz et Cameron Norrie. Quel match, quel spectacle, quel frisson. Le public debout notamment dans le tie-break du deuxième set, on va en parler d'ici quelques instants. Quand on observe toutes les statistiques de cette rencontre, elles sont dans l'écrasante majorité en faveur de Carlos Alcaraz. Alors comment a-t-il perdu ce match? C'est un petit peu de sa faute, mais c'est également à cause du jeu, de la grinta de Cameron Norrie. Ici par exemple, une course démoniaque de la part du Brit avec une belle volée amortie pour commencer de Carlos Alcaraz. On est dans le tie-break de la première manche, il va la renvoyer ici d'une manière complètement somptueuse et s'envoler dans ce tie-break du premier set. Il y a eu énormément d'occasions pour Carlos Alcaraz au début de la première manche et quand on observe le total des points remportés, on est à 120 pour Carlos Alcaraz dans cette rencontre et 115 simplement pour Cameron Norrie. Deuxième palette pour expliquer ce hold-up, on est à 2 sur 13 sur les balles de break pour Carlos Alcaraz, 3 sur 8 à contrario pour Cameron Norrie. Alors à hold-up, tu vas pas te pointer devant la banque avec un pistolet à eau, non, il faut avoir des armes solides, maîtresses, et Cameron Norrie, côté avantage, avec ce service court, croisé, slicé, qui est absolument mortel, qui va déporter systématiquement Carlos Alcaraz, ça va tomber en plus sur son revers, ça rappelle ce qu'on avait vu contre Ramos Vignolas à Roland Garros contre Carlos Alcaraz. Il a des difficultés à renvoyer très loin quand il est avec son revers. Vous avez une balle souvent très courte ici qui va vous permettre d'enchaîner soit avec un service volé, soit avec un 1-2 destructeur comme ici dans cette séquence. Norrie qui va remonter 2-0-40 et remporter le jeu, et puis quelques instants plus tard il va réussir à breaker Carlos Alcaraz. Donc il y a eu un set, un break pour Cameron Norrie ici par exemple. Donc là il va faire la petite course, le pas vers l'avant, 1m50, il va avancer dans la balle, il va couper la trajectoire, et c'est là où il est extrêmement fort Cameron Norrie, c'est ce revers qui est extrêmement vénéneux, qui est vraiment rase-motte, qui va lécher le câble. Vous commencez à ce stade de l'analyse à comprendre ce qui s'est passé précisément dans cette rencontre. Ça a été un véritable traquenard pour Carlos Alcaraz, qui a pas forcément super bien joué les points importants. Norrie, à contrario, lui, qui a réussi à faire un petit hold-up dans la première manche, parce que les occasions sont clairement à l'avantage de Carlos Alcaraz, et dans la deuxième manche, c'est Alcaraz qui a les balles de break pour commencer. Il finit par se faire breaker. Alors heureusement pour lui, il va y avoir un jeu absolument immonde de la part de Cameron Norrie, le 7e de la deuxième manche, et notamment ici une grosse faute, 4 fautes directes au total. Plus beaucoup d'actions jusqu'à la fin de cette deuxième manche avant ce point totalement épique, exceptionnel, 13 coups qui vraiment délirant, les gens étaient debout dans le stade. On va avoir un smash récupéré de la part de Carlos Alcaraz qui va faire des allers-retours dans tous les sens, qui va finir par remporter le point avec un petit passing croisé. Exceptionnel. Carlitos, galvanisé par le hold sur le jeu précédent, va continuer, il va jouer avec l'adrénaline. C'est un peu ce qu'il avait porté également au printemps dernier, c'est le soutien du public, on joue libéré, on arrête de penser, et ici il va envoyer une merguez, alors pas une merguez normale avec du porc et du mouton, non, une merguez vegan. On arrive avec cette palette sur le cœur de l'analyse, et actuellement un petit problème je trouve pour Carlos Alcaraz, c'est sa compréhension des momentum, des temps faibles, des moments importants, et c'est là qu'on a vu la différence entre Cameron Norrie qui a fait un match exceptionnel à ce niveau-là, et à contrario, Carlos Alcaraz qui a pas su tenir son avantage dans la troisième manche, qui se fait débreaker immédiatement, et qui ensuite, dans ce jeu, va faire 3 fautes épouvantables en coup droit, ici notamment pour donner le break, et ensuite Cameron Norrie va valider le gain de cette partie, et c'est un axe de progression essentiel désormais pour Carlitos. On l'a déjà identifié ces dernières semaines, ça va être de moduler son jeu, de comprendre les momentum, d'arrêter de faire des fautes sur les points essentiels à 30A, à 40A, et donner de l'espoir à son adversaire. Regardez un peu les statistiques de la rencontre, 20 coups gagnants pour Cameron Norrie, 41 fautes directes. Vous voyez la balance pour Alcaraz, elle est globalement neutre.
quand on regarde les stats, on comprend pas ce qui s'est passé et on peut penser que c'est un hold-up. Mais la réalité est un peu plus nuancée que ça et je dirais que c'est surtout l'immense croyance de Cameron Norrie en son jeu, en ses qualités qui lui a permis de s'imposer. Il est resté concentré, appliqué, il a fait le mur, il a posé les barbelés quand c'était nécessaire. Alors au niveau de l'agressivité, du punch, il est battu par Carlos Alcaraz, mais dans la rigueur, dans l'exécution, c'était un tantinet au-dessus sur les points importants et c'est ce qui compte en tennis. Et on enchaîne avec la reco du jour et le petit bonbon de la soirée, c'est le Medvedev-Tsitsipas, un Stefanil enfin, c'est le deuxième de la saison, ça va être absolument génialissime, il se passe toujours des trucs de dingue entre les deux joueurs, il y a 7-2 dans les oppositions, c'est assez... c'est pas très serré. Stefanos et Daniil qui ont fait preuve d'une extrême rigueur sur leur quart de finale, un bon Steph, des bons revers bloqués, il a gardé John Isner extrêmement bas, il a survécu à énormément de 0-30 dans cette partie, et puis Daniil qui doit certainement perdre le premier set, qui réussit à remporter le tie-break contre Fritz, et derrière qui déroule son câble dans la deuxième manche. Popcorn, donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, on se retrouve demain pour en parler bien sûr, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots.